Bonsoir, bonsoir à tous pour ce nouveau webinaire de l'USSM France, l'Union des organisations de secours et soins médicaux, ONG médicale qui agit auprès des victimes du conflit en Syrie. Merci d'être là pour ce webinaire spécial de Journée internationale des migrants qui a eu lieu le 18 décembre 2021. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà au niveau du son? Les participants sont-ils bien présents? Oui. Oui, c'est parfait. Donc, je suis heureuse d'accueillir avec moi le docteur donc Ziad Alissa, médecin anesthésiste réanimateur, médecin humanitaire et président de l'USSM France. Bonsoir, docteur Ziad Alissa. Bonsoir. Avec nous aussi notre invité d'honneur ce soir, le docteur Joubran Durbas, chirurgien vasculaire, ancien réfugié syrien et membre de l'USSM France. Bonjour, docteur Joubran. Bonsoir, bonsoir, Gilles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le professeur Raphaël Pitti qui donc doit nous rejoindre dans ce webinaire, bien évidemment, que vous connaissez tous. Donc, professeur Raphaël Pitti, spécialiste de médecine de guerre, responsable formation à l'USSM France et formateur à la médecine de guerre en Syrie. Il a quelques soucis techniques. On est souvent rattrapé par la technique. Hein. Quand on fait des choses en ligne, ça facilite, mais parfois, il y a des petits bugs. Donc là, actuellement, mon collègue est en train de faire son possible pour intégrer le professeur Raphaël Pitti à notre webinaire. En attendant, nous allons bien sûr commencer dès à présent. Merci en tout cas à tous les participants. Je vois qu'on entend très bien, donc c'est parfait. Ce webinaire est bien sûr fait pour vous. L'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et nous remonterons les questions à nos médecins soignants ici présents pour vous répondre directement. Donc, et nous tâcherons de prendre un maximum de questions. Nous ne pourrons peut-être pas toutes les prendre, mais nous ferons un maximum pour pouvoir les remonter et que les médecins ici présents puissent y répondre. Donc, nous sommes aujourd'hui présents pour la Journée internationale des migrants, qui est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux, au profit tant de leur pays d'origine que leur pays de destination. C'est justement l'objet que les Nations Unies ont voulu mettre pour cette Journée internationale des migrants, ô combien symbolique dans le contexte actuel. Et à l'USSM France, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, tant d'un point de vue de la question des réfugiés syriens à l'extérieur de leur pays, mais aussi à l'intérieur des déplacés internes. Et aujourd'hui, nous avons voulu mettre à l'honneur un des membres de notre ONG qui a un parcours exemplaire, qui pour nous est trop peu mis en avant. Les réfugiés syriens, on a souvent malheureusement dans l'actualité des images des migrants qui sont stigmatisés, et nous avons voulu justement mettre en valeur des parcours de soignants syriens qui sont aujourd'hui exilés en France et qui ont contribué à sauver des vies en Syrie pendant la guerre. Donc, le docteur Joubran Durbas est chirurgien vasculaire à Troyes. Il est en France depuis 2016 après avoir vécu l'horreur de la guerre à Alep puis à Idlib en Syrie. De 2011 à 2016, l'hôpital c'était lui. Il n'était pas encore diplômé qu'il devait opérer, suturer, soigner des blessures de guerre. Il n'était pas préparé. Sur son chemin, il a rencontré le professeur Raphaël Pitti et le docteur Ziad Alissa pour le former à la médecine de guerre. Il est lui-même devenu formateur auprès de ses collègues médecins syriens. Il a fait le choix, malgré lui, de l'exil vers la France. Chirurgien vasculaire, il a aujourd'hui une expertise unique qui lui permet des prouesses en la matière et il va nous en parler. Pour commencer, je pose une première question assez simple à nos participants. En un mot ou en une phrase, que symbolise pour vous cette journée internationale des migrants, cette question de la migration en lien avec la Syrie? Je commencerai peut-être par le docteur Ziad Alissa. Bonsoir.
Merci Jihan, merci Joubran pour être avec nous. C'est vrai que la journée internationale de migration, d'un côté, moi je trouve ça bien pour reconnaître quand même ces migrants qui l'ont quitté chez eux en force pour venir installer dans un autre pays et surtout ceux qui l'ont réussi et ils ont donné un très bon exemple. On voit quand même leur participation et leur effet sur les pays et là où ils sont installés. D'autre côté, ça fait quand même mal au cœur. C'est triste lorsqu'on voit quand même tous ces gens qui sont obligés de quitter chez eux en force parce que leur pays sont quasi détruits et qu'ils n'ont pas eu le choix que de quitter pour chercher une autre vie. Voilà ce que, en deux phrases, sur ces deux côtés de cette journée d'immigration, que je me sens moi-même, d'un côté, je suis content, de l'autre côté, je suis triste. Merci Ziad. Docteur Joubran Durbas, que symbolise pour vous cette journée internationale des migrants du 18 décembre, célébrée chaque année par les Nations Unies? Bonsoir tout le monde. En fait, le journée internationale des migrations, c'est le journée pour mettre la lumière sur le parcours des migrants aussi. Donc, il y en a certains qui ont un parcours qui est très facile, qui sont aidés par certaines personnes, mais il y en a des autres, malheureusement, qui ont un parcours d'immigration très difficile, qui ont dû traverser le Méditerranée, par exemple. Il y en a certains même des médecins qui ont perdu leur vie dans la Méditerranée. C'est aussi très difficile parce qu'ils étaient obligés d'exiler leur pays d'origine pour attendre une destination, pour trouver leur vie et pour la vie de ses enfants aussi. Donc, c'est un côté aussi qu'on doit regarder dans ce journée internationale des migrants. Merci, docteur Joubran. Avant que le professeur Raphaël Pitti, j'espère, arrive, je ne sais pas s'il y a du nouveau côté régie sur Raphaël. Je pense que c'est en cours actuellement. Sinon, on trouvera, vous inquiétez pas, une solution pour qu'il puisse participer, ne serait-ce que de façon sonore, si on n'a pas la vidéo. Voilà, restez avec nous. Le professeur Raphaël Pitti, va nous rejoindre. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de ce dialogue à trois voix sur le parcours du docteur Joubran, cette question des soignants syriens exilés, j'aimerais poser le décor avec vous, docteur Ziad Alissa, pour comprendre ce qui se joue en fait actuellement en Syrie. Donc c'est un conflit qui a commencé depuis 2011, d'abord par une révolution qui s'est mue en guerre, mais la Syrie, c'est aussi la crise migratoire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un réfugié sur 5 dans le monde est syrien, 6,7 millions de déplacés internes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont parties de leur ville à cause des bombardements de Alep, de la Ghouta, de Daraa, et 5,6 millions de réfugiés externes. Donc on a les déplacés internes donc à l'intérieur du pays, qu'on oublie souvent, qui sont aujourd'hui sous les tentes, dans les camps, et les déplacés externes, avec 2,5 millions d'enfants. Donc aujourd'hui, il y a plus de 11 millions de Syriens qui ne vivent plus chez eux, qui ont dû partir, forcés, à cause de la guerre. Oui, malheureusement, Jihan, comme tu viens de le dire, c'est vraiment la première crise mondiale après la Deuxième Guerre mondiale qui a pris cette ampleur. On peut dire presque la moitié du peuple syrien. Parce que si on va dire que le peuple syrien il est à peu près 22-23 millions, et on parle de 10-11 millions, c'est presque la moitié du peuple syrien qui est déplacé. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans les pays limitrophes, soit migré vers l'Europe, soit même vers les États-Unis ou vers d'autres pays. Malheureusement, pendant ces 10 ans, la guerre en Syrie, il a laissé personne tranquille. Il faut quand même qu'on comprenne que
Et moi, je suis syrien. Et pendant ces 10 ans, j'ai fait plein d'allers-retours en Syrie. Et je rencontrais des Syriens. Et même avant ces 10 ans, lorsque moi j'ai fait mes études à Alep, et je connais bien le peuple syrien. Je connais bien les médecins syriens qui l'ont. Actuellement, on parle presque de 5000 médecins syriens en Allemagne. Et les Syriens, même lorsqu'ils quittaient leur pays, ils quittaient leur pays pour un objet et ils reviennent, pour un objectif et ils reviennent. Soit ils quittaient pour faire continuer les études et ils reviennent après, soit ils vont aller travailler et après revenir dans le pays. Même les gens qui ont pris le choix de sortir et s'installer à l'extérieur du pays, ils font l'aller-retour. Il y a des relations avec leur famille, il y a des relations avec leur pays d'origine. Là, actuellement, il faut qu'on comprenne que le numéro un, c'est 11 millions, la moitié du peuple syrien qui est déplacé, et il est déplacé en force. Il n'y a personne qui est déplacé parce que lui, il a envie de souffrir ou il a envie de se déplacer comme ça. La cause numéro un, c'est la sécurité. Les gens, ils ne se sentent pas en sécurité. C'est pour ça qu'ils ont quitté chez eux. C'est pas simplement une cause économique. Quelquefois, on entend qu'il y a des causes économiques. Il n'y a pas que ça. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Ça a commencé par les étudiants de médecine, les médecins qui soignaient les blessés pendant des manifestations pacifiques et ils ont été arrêtés, torturés, voire même tués. Ça a commencé par tous les gens qui ont eu une opinion qui ne plaît pas au régime, qui ont été poursuivis, arrêtés, torturés et tués. Ça a commencé par des bombardements, par des punitions généralisées. Il y a un quartier où il y a une manifestation, hop, on bombarde le quartier. Cette insécurité, c'est elle qui a poussé les gens pour quitter chez eux. En plus de ça, on a vu que cette guerre en Syrie, qui a commencé avec une révolution, des manifestations, des bombardements, d'arrestations, de suivi des gens, il a été quand même élargi, et surtout avec l'arrivée de la Russie. Et là, on voit quand même l'utilisation de tout type des armes. C'était une guerre ouverte. Tous les types d'armes étaient utilisés en Syrie, y compris les armes chimiques. Donc, cette insécurité, c'est elle qui a poussé les gens de quitter chez eux pour chercher la sécurité. Lorsqu'on prend les gens qui l'ont arrivé jusqu'à les frontières avec les pays limitrophes, pour traverser un petit peu les frontières, là, il y avait les Nations Unies, qui l'a arrivé quand même avec les HCR de inscrire ces gens en tant que réfugiés. On sait qu'il y a des droits pour les réfugiés, on sait qu'il y a des aides, il y a des ONG, il y a des gouvernements de pays limitrophes, il y a les Nations Unies. Tout ça, il a créé quand même une petite sorte de possibilité de vivre. Là, on parle de BAB de la vie. On peut trouver à manger, on peut trouver à boire et on peut trouver une tente pour dormir le soir. Mais la moitié des gens qui l'ont réfugié à l'intérieur de la Syrie, qu'on oublie souvent, eux, leur situation elle est plus grave. Parce qu'à l'intérieur, les déplacés à l'intérieur, ils ne sont pas inscrits chez les Nations Unies comme des réfugiés. Donc, ils n'ont pas quand même cette organisation qui s'occupe d'eux. Donc, il y a simplement les ONG qui arrivent à rentrer travailler en Syrie pour répondre aux besoins de ces gens-là. Et on voit là maintenant sur le photo dans quelles conditions ces camps de réfugiés. Et ça, c'est lorsqu'on voit un camp avec des tentes comme ça, les mêmes couleurs, tout ça, ça veut dire qu'il est déjà un camp organisé. Les plus purs, les gens qui souffrent le plus, c'est des déplacés à l'intérieur de façon irrégulière. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas dans les camps de réfugiés, ils sont là où ils peuvent s'installer, dans les terrains, sous les arbres, de façon quelquefois clandestine, et eux, ils sont vraiment complètement délaissés. Et lorsque on rencontre ces gens-là à l'intérieur de la Syrie, on voit quand même dans quelle misère ils vivent en 2021. On voit des enfants qui arrivent à 10 ans sans passer par l'école.
on voit l'impossibilité de trouver l'eau potable. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on pose des questions comme ça, simples et quelquefois naïves aux enfants, pour dire que lorsque vous vous réveillez le matin, vous brossez les dents ou non, pour qu'on fasse un bilan de santé, les enfants, ils nous regardent, c'est quoi cette histoire de dentifrice et brosse à dents? Oui, c'est vrai, ils ne le savent pas, ils n'ont jamais vu. Et lorsqu'on pose la question aux familles que les enfants, lorsqu'ils rentrent de l'école, c'est quoi la première chose qu'ils ont fait? Et ils nous regardent avec les yeux ouverts comme ça parce qu'il n'y a pas d'école. Donc, on comprend la situation misérable actuelle pour ces réfugiés et surtout les réfugiés de façon clandestine à l'intérieur de la Syrie. Et on comprend aussi, et c'est ça le crainte, que on est quand même dans une situation comme une banque à hauteur de la terre. Ces gens, ces enfants qui habitent dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir au bout de 10 ans? Ziad, Donc, pardon, oui, je me permets de vous couper. Donc, malheureusement, donc, on n'aura pas Ziad en vidéo, mais nous avons Ziad qui est présent par audio, qui nous a rejoint. Donc, Ziad, je te dis. Pardon, Raphaël Pitti, qui nous a rejoint. Donc, est-ce que vous pouvez, allez-y, vous pouvez parler, on vous entend. Ah oui, je suis désolé vraiment de ne pas pouvoir être présent totalement avec vous. Je reste donc sur le plan audio et donc plus sur le plan visio. Mais en tout cas, je suis là. Merci Raphaël. Alors moi, je posais une question à Ziad et au docteur Ziad Alista et au docteur Joubran pour dire en un mot ou en une phrase que symbolise pour vous la journée internationale des migrants, cette question de la migration et de la Syrie. Raphaël? Ah oui, pour moi, bien évidemment, c'est une journée très importante aujourd'hui. Il me semble que quand on parle de la Syrie, bien évidemment, ce sont des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui migrent parce qu'ils fuient la guerre, la violence de la guerre, pour essayer de trouver un lieu sécurisé pour eux. Et donc, beaucoup de pays ont signé la Convention internationale de 1951 qui assure en même temps leur protection. Or, ce que nous avons vu, c'est malheureusement que beaucoup de pays n'ont pas respecté justement leur signature et qu'en 2015-2016, le million de Syriens qui avaient fui la Syrie et qui voulaient venir se protéger en Europe ont été très très mal accueillis. Il a fallu le courage de Mme Merkel pour accepter de prendre les 800 000 Syriens qui se retrouvaient en pleine campagne contre les frontières de la Hongrie, de la Macédoine, de la Bulgarie en plein hiver, etc. On revoit encore la même situation en Pologne. À la frontière polonaise, ils ont été victimes à la fois de Loukachenko, le président actuel, qui les a utilisés comme arme contre l'Europe, et au lieu d'ouvrir largement la frontière pour accepter de prendre en charge ces Syriens, on continue à mettre des fils de fer barbelés et les empêcher de rentrer en Europe, alors qu'ils ne sont que des victimes, bien évidemment. Et donc, il y a un vrai problème vis-à-vis des migrants. Alors, on peut distinguer qu'il y a deux types de migrants. Il y a ceux qui tentent d'essayer d'accéder à une vie meilleure pour eux parce qu'ils viennent de pays sous-développés, parce qu'ils viennent de pays en situation de grande tension économique, etc., et qui aspirent à une vie meilleure sur le plan économique, sur la poursuite des études, à une dignité humaine, etc. C'est ce qu'on ose appeler les migrants économiques. Mais de l'autre côté, il y a ces réfugiés, ceux qui fuient la guerre et qui veulent absolument trouver un endroit pour être en sécurité. C'est un phénomène que l'on voit apparaître avec notre siècle, et ces dernières années en particulier, et qui, du fait, ne va pas cesser d'aller en augmentant du fait du réchauffement climatique. Il y a donc à trouver une solution. Comment faire pour essayer, pour ceux qui fuient les guerres, comment essayer de répondre à la violence qui s'exerce dans leur pays, comment trouver des solutions politiques qui
permettent justement de faire cesser immédiatement et le plus rapidement possible les violences pour que les gens n'aient pas à se déplacer. Et deuxièmement, comment aider en même temps ceux qui ont le droit d'aspirer à une vie plus juste, plus digne, à une vie, en tous les cas, dans les aspirations qui sont les leurs, une vie digne. C'est un vrai problème pour notre humanité. Et bien qu'on peut avoir cette journée doit pouvoir permettre de sensibiliser à ce problème. Et ce qui n'est pas le cas. Et pas suffisant en tous les cas. Merci, professeur. Vous nous avez rejoints, on en est bien content. Donc, nous allons maintenant entrer plus particulièrement dans ce parcours du docteur Joubran Durbas, car en fait, il vous concerne tous les trois. Pour nous, c'était important de vous réunir tous les trois, car vous avez une histoire commune. Vous n'aviez pas vocation à vous rencontrer. Et le conflit en Syrie a créé ce chemin entre vous, professeur Raphaël Pitti, donc le professeur et formateur en médecine de guerre, docteur Joubran Durbas, jeune médecin syrien, jeune étudiant en médecine, qui découvrait malheureusement la médecine de guerre de façon terrible, et le docteur Zied Alissa, soignant franco-syrien, qui justement faisait le lien entre vous deux. Donc je vous propose de regarder ce petit reportage de 3 minutes de France 24, qui avait été réalisé justement au sujet du docteur Joubran, pour mieux comprendre son parcours avant de lui donner la parole et qu'il nous en dise plus. Nouveau numéro de... Je suis docteur Joubran Durbas, réfugié syrien en France. Je suis au CHRMS Thionville à l'hôpital Bel Air. Joubran Durbas, 33 ans, s'est immédiatement porté volontaire pour aider les soignants français. Pendant une journée, l'hôpital nous a autorisé à le suivre dans son service pour malades du Covid-19. Aujourd'hui, on a 14 patientes hospitalisées dans le service. Donc, c'est des patients de Covid-19 positifs, soit par le test PCR par l'écouvillon nasal. On fait le tri du patient au niveau des urgences. On fait le test et le scanner. Joubran a vécu la guerre en Syrie, le chaos. Originaire d'Idlib, rien ne peut ébranler ce chirurgien cardiovasculaire. Son calme rassure collègues et patients. Bonjour madame. Ça va? Non? Vous voulez sortir, c'est ça? Demain, si tout va bien, je vous laisse sortir, d'accord? Si vous mangez bien, je vous laisse sortir. Là, il est complètement débrimé, il mange même pas, il veut absolument sortir. Là, il a mangé un petit peu parce que j'ai promis pour demain, ça peut être, je peux laisser sortir un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'on a voilà, pour les deux patients. Très impliqué dans la crise du Covid-19 en France, Joubran n'en oublie pas pour autant son pays d'origine. J'ai fait traduire tous les protocoles, les nouveaux protocoles qui évoluent aussi en France. Je fais traduire, j'envoie en Syrie à Idlib pour essayer de construire un protocole compatible avec notre situation. Les mesures qu'on prend ici en France, on ne peut pas les appliquer en Syrie parce qu'il y a manque des masques, il y a très peu d'oxygène. On n'a que 95 respirateurs à Idlib, donc 95 respirateurs, ils ont déjà occupé à 100%. Il y a 600 médecins aujourd'hui à Idlib pour 4 millions de patients, 4 millions d'habitants, donc c'est très peu de médecins aussi. Si Joubran est arrivé en 2016 à Thionville, c'est en grande partie grâce à Raphaël Pitti. Médecin réanimateur, très investi dans l'aide humanitaire en Syrie, il a formé Joubran à la médecine de guerre dès 2013 dans la province d'Idlib. Les médecins réfugiés en France, les médecins étrangers et les médecins syriens ont une compétence reconnue, en particulier les médecins syriens ont tous une compétence reconnue et depuis très très longtemps, ils ont l'habitude de venir en France pour parfaire leur formation de spécialistes. Et donc, ils ont été essentiels dans cette situation de crise. Ils ont été essentiels pour absorber la foi et pour faire face. Moi, en 2013, j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux de fortune dans la province d'Idlib, en 2011, 2012. Et une fois, j'ai eu un afflux de patients, c'était une famille dans un camion. Donc, je ne savais pas quoi faire, j'ai resté bloqué devant le camion, je ne savais pas est-ce que j'appelle, est-ce que je dois commencer à traiter les patients, par quel je vais commencer. Donc, c'était un moment difficile pour moi. J'ai commencé à chercher une formation adaptée de médecine de guerre pour savoir
Voilà, donc extrait du reportage de France 24 au sujet donc, du docteur Joubran d'Urbas. Et donc, on va lui donner la parole au docteur Joubran. Donc, je pense que nous, vu de France, on a du mal à se rendre compte de cette réalité que vous avez vécue. Vous étiez donc étudiant en médecine en 2011. La révolution a démarré. Les manifestants se sont fait tirer dessus. Il y a eu des blessés, des bombardements. Et vous avez choisi de mettre en place un hôpital clandestin. Racontez-nous comment ça s'est passé en quelques mots. Comment on passe d'étudiant en médecine à médecin de guerre, à opérer des gens dans un appartement. Bonsoir tout le monde. En fait, tout est commencé en mars 2011. J'étais interne au CHU d'Alep. Et donc, les manifestations pacifiques qui ont été commencées, et on a eu des blessés pendant les manifestations. Donc, au début, au mois de mars-avril, ces manifestants, ils arrivent dans des cabinets des infirmières, dans des cabinets médicaux privés. On arrivait à les soigner, mais après, avec l'augmentation du nombre des blessés, avec l'augmentation ces blessures qui sont devenues de plus en plus compliquées, on devait chercher de construire un hôpital pour bien soigner ces gens. Même avec le bombardement qui était fait au hasard, il y a des civils qui ont été blessés, même s'ils étaient dans leurs appartements. Donc, c'était le premier hôpital qu'on a construit. C'était un appartement de 3 chambres. J'ai raconté ça plusieurs fois. Donc, la première chambre, c'était pour accueillir l'urgence. La deuxième chambre, c'était une salle avec 3 lits pour les patients, pour les surveiller en post-opératoire. Et la troisième chambre, c'était un bloc opératoire qu'on a construit avec les matériels qu'on a trouvés. Donc, ce n'était pas vraiment un hôpital, c'était un appartement de 3 chambres qu'on a fait, nous les soignantes, d'un sort d'être un hôpital, un petit hôpital qui on pouvait soigner les gens là-bas. Donc, je me rappelle bien toujours la table de bloc opératoire. C'était un blanche de poids, on a installé sur quelques pierres. Chaque soignant, il a choisi de trouver des matériels pour mettre dans cet hôpital. On a fait installer les lits nous-mêmes. On a fait mettre en place les matériels nécessaires nous-mêmes. Il n'y avait pas vraiment de direction, il n'y avait pas le service de DRH pour accueillir, pour employer les médecins. Ils étaient tous bénévoles, volontaires pour faire ce travail, pour faire cet engagement humanitaire. Et racontez-nous, vous racontez souvent cette anecdote, cette triste anecdote malheureusement, sur cette confrontation à la médecine de guerre, car la médecine de guerre est une médecine spécifique, on le répète souvent à l'USSM France, on n'est pas médecin en ville comme on est médecin dans la guerre. Vous n'avez pas été formé à cette médecine de guerre, en tout cas au début de votre engagement, et vous avez réalisé des opérations assez brutales sur des plaies conséquente. Racontez-nous cette histoire que vous racontez souvent, et on va donner la parole au professeur Pitti justement parce que il connaît ce chemin sur ce bras, cet avant-bras que vous avez réimplanté par rapport à une personne victime de bombardement. Bon, en fait, l'apprentissage de médecine des guerres est très différent de la médecine, entre parenthèses, civile qu'on a appris à la faculté de médecine. Quand on a commencé de soigner les blessés, on n'avait pas vraiment les moyens scientifiques, on n'avait pas les bonnes idées comment on va traiter ces patients, parce que l'apprentissage de médecine des guerres est différent. C'est des patients avec des pathologies complexes, des polytraumatismes, des pathologies qu'on n'a pas vues auparavant, nous les soignants en série, donc on ne savait pas bien comment on traite. Et c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire quand j'ai reçu un afflux de patients dans un camion. J'arrivais pas à savoir quoi faire. Donc, j'ai resté bloqué. Est-ce que je commence par les enfants, par les femmes, par les blessures de jambes? Est-ce que je fais appeler aux aides? Donc, c'était un moment difficile, comme j'ai dit. Et j'ai commencé à chercher des formations adaptées à la médecine de guerre.
Et c'est pour ça, en 2013, en février, j'ai entendu parler d'une équipe de médecins franco-syriens qui se rendent à Bab el Awa, dans un centre de formation créé par le professeur Raphaël Pitti. Et donc, je suis allé, et là-bas, j'ai rencontré le docteur Ziad Elissa et le docteur Raphaël Pitti, et j'ai eu la première formation sur la médecine de guerre. C'était la formation qu'il appelle ATSG, donc l'apprentissage de techniques de sécurisme de guerre, qui était vraiment adapté à notre situation, qu'on a appris plusieurs choses très importantes, comment on s'organise, comment on fait le triage entre les patients polytraumatisme. Et donc, c'était une formation vraiment adaptée qui était bénéfique pour nous. Merci Joubran. Et par rapport à ce patient qui a été ce cas de patient avec l'avant-bras que vous avez réimplanté, vous pouvez nous en dire 2 mots, sachant que ça a fait ensuite l'objet d'un article médical en France. Après, on laissera le professeur Pitti rebondir puisqu'il a pu avoir tout le cheminement concernant ce cas. En fait, il y avait plusieurs cas qui étaient exceptionnels, mais ce patient, je me rappelle toujours, parce qu'il est arrivé avec une amputation de l'avant-bras à 95%. Et pour nous, c'était clair qu'il fallait compléter l'amputation de l'avant-bras. Mais nous, on a choisi, avec mes collègues orthopédistes et neurologues, neurochirurgiens, de réimplanter la main. Donc, on a fait le travail et on a surveillé ce patient. Et 6 mois après, il m'envoie une vidéo comment il bouge ses doigts et comment il tient un verre pour boire de l'eau, pour s'en servir. Et c'était un moment pour nous, on était très contents parce qu'on voyait les vertus de ce travail. Et si ces soignantes, mes collègues et toute l'équipe médicale qui n'était pas là, ce patient, il aurait terminé par une amputation. Et l'amputation, chez un patient jeune, ça veut dire qu'il y a une famille derrière, il y a des complications dans la vie. Donc, il n'y aura pas une vie comme dans cette crise, en fait, qui est déjà la crise économique et tout ça. Et avec une amputation, ça va être très difficile. Professeur Raphaël Pitti, justement là, docteur Joubran nous raconte quelque chose d'assez extraordinaire de réimplanter un bras qui devait être amputé avec aucun moyen. Vous, justement, racontez-nous, vous qui êtes spécialiste de cette question. Je dois dire que le docteur Joubran est aussi un chirurgien exceptionnel dans des situations comme ça, de pouvoir faire face à cela avec très peu de moyens. Et en prenant le temps, au même temps, de plusieurs interventions ont été nécessaires pour réimplanter justement ce membre. Ce qu'il faut mettre, peut-être que les auditeurs sachent bien, c'est que du fait de la violence des combats, du fait que les hôpitaux étaient systématiquement ciblés, beaucoup de spécialistes ont fui la Syrie. C'est tout à fait normal avec leur famille. L'hôpital était devenu l'endroit le plus dangereux pour y travailler en tous les cas et même pour y vivre. Et donc, à un moment donné, les hôpitaux étaient plutôt manqués de techniciens, de spécialistes. Il y avait dans la région du nord-ouest de la Syrie 2 chirurgiens vasculaires. Il y en a un qui est parti, il doit être, je pense, en Allemagne maintenant. Et il ne restait plus que Joubran, qui était étudiant de première année, interne de première année en chirurgie vasculaire. Durant 2-3 ans, Joubran a été le seul chirurgien vasculaire de toute la zone de Idlib. Et il allait d'hôpitaux en hôpitaux, il était appelé en prenant des risques avec son véhicule, il était même armé parce que s'il pouvait très bien être durant justement la nuit en particulier, quand il se déplaçait d'un hôpital à un autre, il pouvait très bien au même temps être arrêté, enlevé, etc. Et il prenait sur lui ces risques, il prenait ces risques pour essayer de sauver des patients. En chirurgie de guerre, on a plutôt tendance à amputer assez rapidement parce que la réimplantation d'un membre ou la réparation d'une artère demande du temps. Et quand il y a une situation d'afflux de victimes, il semble beaucoup plus simple à ce moment-là d'amputer que de prendre le temps nécessaire à
comment dirais-je, à revasculariser un membre, c'est-à-dire à éventuellement devoir prendre une veine qui remplace une artère, etc. C'est des chirurgies assez complexes et assez longues. Et donc, c'est tout à l'honneur de Joubran et à ses collègues d'avoir fait ça chez cette personne pour lui sauver son membre. Joubran a très bien expliqué, une amputation a des conséquences sur la vie de l'individu et sur sa vie économique aussi pour toute sa famille, parce qu'elle en fait un handicapé, et surtout le membre supérieur. Et donc, à un moment donné, il a fallu former des chirurgiens, des jeunes chirurgiens, des internes à la chirurgie de guerre. Et nous l'avons fait avec notre collègue anglais, le docteur David Nott. Et on a pu voir dans certains hôpitaux où c'était des infirmiers qui avaient été IBOD, c'est-à-dire qui avaient été infirmiers de chirurgiens pendant de très longues années, opérés, et c'était un médecin généraliste qui les aidait. On a pu voir des médecins généralistes se mettre à faire de la chirurgie viscérale ou de la chirurgie thoracique, à défaut de ne pas avoir de spécialistes. On a vu des sages-femmes faire des césariennes. Professeur Pitti, justement, ce cas de la main réimplantée a fait l'objet d'un article médical à Thionville, si je ne me trompe pas. Oui, Joubran vous en parlera. Joubran vous en parlera mieux que moi, bien évidemment. C'est assez exceptionnel que dans des situations de guerre et de tension, de violence, etc., cela puisse se faire. Généralement, si vous voulez, le blessé, dans un premier temps, est stabilisé, puis ensuite il est évacué sur l'arrière, et c'est à l'arrière, c'est-à-dire en zone sécurisée, que cela peut se faire. Mais le temps d'évacuation est vraiment très important. Un membre, s'il n'est pas vascularisé pendant au moins 2 heures, c'est terminé. Il nécrose et il développe une gangrène. Donc, les temps d'évacuation doivent être les plus brefs possibles pour essayer de sauver ce membre. Vous avez en France, les hôpitaux ont des services spécialisés qui s'appellent SOS Main, qui reçoivent toutes les blessures de la main, où des spécialistes sont là, prêts à les recevoir le plus rapidement possible pour réimplanter les membres. Imaginez ce que ça peut être dans une situation d'un pays en guerre. Évidemment, évidemment. Les conditions étaient assez précaires pour le docteur Joubran Durbas, à qui je vais redonner la parole. Nous avons une question de Diane Delabauve qui vous demande, docteur Joubran, comment avez-vous géré psychologiquement ce tri? Vous avez parlé de triage. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est que le triage? Ce moment où, à un moment donné, vous avez 3, 4, 5 ou une dizaine de patients devant vous et que vous devez choisir, en réalité, qui vous allez sauver ou qui vous allez devoir peut-être laisser mourir. Docteur Joubran. En fait, le triage, c'est un mot, j'ai appris en 2013 avec le professeur Raphaël Pitti, et puis je l'ai entendu pour la deuxième fois en France, en mars 2020, pour les patients Covid. Bon, en fait, le triage, quand l'afflux des patients il arrive, et je me rappelle bien, des fois il arrive 25, 50 patients. Donc, on a, dans un meilleur hôpital, on a 3 blocs opératoires et on a 4-5 chambres de surveillance. On a une seule salle d'urgence. Donc, pour absorber tout ce nombre des patients déplacés, il faut faire le triage. Donc, on ne peut pas prendre tous les patients en même temps au bloc opératoire. On a, par exemple, je me rappelle bien de ce cas, il arrivait 50 patients, on devait opérer 7 patients, on a 3 blocs opératoires. Donc, il fallait choisir entre l'urgence absolue, qu'il faut le prendre rapidement au bloc opératoire pour une hémorragie, par exemple, sur le ventre, on ne peut pas la contrôler par une compression externe. Donc, il fallait aller ouvrir le ventre pour contrôler l'hémorragie. Parce que si on ne fait pas ça pendant les premières 30 minutes, 1 heure, le patient il y aura des conséquences catastrophiques. Après, il y a des blessures qui peuvent attendre 2-3 heures. On laisse à côté dans une chambre pour les prendre après au bloc opératoire. Après, les patients qui sont morts déjà, donc on les laisse en dehors de l'hôpital parce que s'ils rentrent,
il y a leurs familles qui vont rentrer avec vous, ils vont saturer l'hôpital, ils vont créer une surcharge dans l'hôpital et qui vont nous perturber et les soignantes ne pouvaient pas travailler. Et troisièmement, c'est les patients avec des petites blessures qui peuvent être soignées ultérieurement ou ils peuvent être soignés dans un petit cabinet pour faire des petites sutures. Donc, on les envoie rapidement en dehors de l'hôpital. Donc, le triage, en gros, c'est ça, c'est de savoir prendre les patients en charge dans l'ordre des blessures qui menacent la vie. Donc, on prend celui qui, sa vie, il est bien menacé, il est en état critique, en priorité. Après, on prend les autres. La question de Catherine, hein, si je me trompe, ou de Diane, pardon, c'est de dire comment psychologiquement, émotionnellement, voilà, vous êtes un homme, un père de famille qui voyait ses enfants hein, devant vous, comment émotionnellement, tous les jours, en tant que médecin, on fait ce choix de faire ce triage. Et peut-être que je poserai la question aussi au professeur Pitti, qui est lui spécialiste aussi. Voilà, comment on vit ce triage dans sa chair, en fait. Bon, en fait, pour nous, en tant que médecin, le triage, c'est vrai que c'était un choix scientifique, donc on regarde les blessures du patient, mais c'est vrai qu'il avait des enfants et ça arrivait beaucoup. C'était un moment triste pour nous, même les soignantes, même s'il n'était pas prioritaire pour les prendre au bloc opératoire, par exemple, mais ça nous donne le sentiment toujours que ça peut être un membre de notre famille. Donc, j'ai opéré plusieurs enfants. En juin 2016, c'était un mois le plus que j'ai opéré des enfants pour des blessures vasculaires sur les membres. Et donc, à chaque fois que j'opère un enfant, je pense que ça peut être le mien. Le mien, il a eu la chance d'être sauvé, mais les autres, ils n'ont pas eu cette chance. D'où l'importance, professeur Raphaël Pitti, de la formation à la médecine de guerre. Et c'est comme ça qu'on arrive à votre rencontre à tous les deux, à tous les trois, docteur Ziad, Raphaël et Joubran. Raphaël, vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre avec le docteur Joubran, ces formations à la médecine de guerre que vous avez réalisées donc en Syrie, à Idlib. Oui, c'était Joubran faisait partie d'un premier groupe, ils étaient environ 32 médecins et nous avions avec Ziad l'objectif de former des formateurs sur place. Et donc, au même temps que nous formions ces stagiaires, on cherchait parmi les stagiaires quels étaient ceux qui avaient le profil d'être formateurs à leur tour. Il fallait qu'ils aient à la fois, comment dirais-je, des acquis relativement importants, des connaissances. Et il fallait au même temps qu'ils aient le désir, une sorte de convivialité. Il fallait qu'ils soient curieux, qu'ils puissent participer en même temps au stage en posant des questions, etc. C'était vraiment, et c'est ce que nous avons fait avec Ziad, de sélectionner un certain nombre de jeunes médecins qui allaient à leur tour être formateurs. Joubran faisait partie de ces premiers médecins qui ont été sélectionnés et qui ont reçu ensuite une formation de formateur. Les choses ne sont pas faites comme ça, c'est-à-dire on n'a pas simplement dit tiens, demain vous serez formateur. Il y a eu une formation qui a été faite en 3 temps. Ils ont eu des cours de pédagogie pour adultes, bien évidemment, puisqu'on se trouve dans un enseignement pour des adultes, et ensuite ce sont des petits adultes qui ont de surcroît, qui sont médecins, et pour lesquels on va leur apprendre une spécificité de la médecine, qui est la médecine de catastrophe, et la guerre étant une catastrophe, bien évidemment. Il fallait donc aussi les former à ce type de pédagogie, comment gérer un groupe, comment gérer éventuellement les oppositions qui peuvent apparaître, le refus du changement. Voilà, il y a un certain nombre je dirais de conduites, en tous les cas, qu'il est important de connaître pour pouvoir les gérer. Et cette rencontre spécifique, Raphaël, avec Joubran, quel lien vous avez tissé rapidement à Idlib avec lui spécifiquement? Écoutez, il est né avec nos premiers formateurs, il y a eu une sympathie très profonde. On était en situation de guerre, et Joubran, Brahim et d'autres aussi, on vivait quelque chose de très intense avec la guerre.
Et il y a eu des moments qui ont été des moments très forts, en particulier durant l'été 2013. Joubran est un poète, il ne le dit pas, mais Joubran est un poète capable d'écrire et d'improviser des poèmes. Et donc nous montions sur le toit de l'hôpital de Bab el Awa. Les jeunes avaient tendance, pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, à dormir sur le toit en y mettant leur matelas. Et donc on se retrouvait là, tous ensemble, les formateurs et nous, Ziad, et puis d'autres formateurs qui étaient là, Hassan, Amir, etc. Nous étions assis par terre dans l'obscurité et Joubran récitait des poèmes. Et c'était des moments qui étaient des moments de très forte convivialité qui nous unissaient tous ensemble. Et j'en ai gardé un souvenir très ému, même encore maintenant. Je pense que Ziad pourra en parler aussi. Oui, c'est important de le dire, professeur Pitti, parce que derrière cette formation, la médecine de guerre, c'était aussi des rencontres humaines. Il y a des humains qui sont au quotidien, aujourd'hui en Syrie, qui soignent. Docteur Ziad Alissa, donc la formation à la médecine de guerre, c'est un des programmes phares de l'IOSSM France aujourd'hui, qui ont permis de soigner des dizaines de milliers, de former des dizaines de milliers de soignants en Syrie. Donc vous faites partie des formateurs. Vous aussi, vous avez été formé par le professeur Pitti et vous avez permis à former ces soignants à Idlib et à Alep. Avant de vous donner la parole, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a l'onglet chat pour les commentaires et l'onglet questions pour vraiment vos questions. Il y en a une ou deux qui sont actuellement, ne vous inquiétez pas, on va les poser. Je laisse juste le docteur Ziad Alissa réagir sur justement la rencontre avec le docteur Joubran et ces jeunes étudiants qui ont risqué leur vie pour soigner sur place. Je tiens à répéter un chiffre, peut-être que je ne sais pas si on l'a indiqué dans le chat ou pas encore, mais suite à la guerre, 15 000 soignants syriens ont dû fuir leur pays. Et à ce jour, on a un décompte assez macabre qui est de 932 soignants tués. Donc faire le choix de rester en Syrie comme l'a fait Joubran de 2011 à 2016 et soigner, c'est un choix au péril de leur vie. Docteur Ziad Alissa. En fait, les missions en Syrie, ça dépasse la formation médicale. Moi, quand j'ai eu Raphaël Pitti à Paris au début et après, j'ai intégré l'équipe de formateurs qu'on nous étions formés chez lui à Metz pendant une semaine sur la médecine de guerre, et après on a pris le choix d'aller en Syrie pour former les équipes soignantes là-bas sur place. L'idée, c'était l'idée de Raphaël, parce que Raphaël, suite quand même à deuxième voyage, il a quand même il a eu cette idée de formation, parce qu'il a vu quand même que il manque plein de choses là-bas. Lorsqu'on parlait de formation, on a mis le programme de formation, on l'a traduit en arabe, on l'a préparé, on est parti en Syrie. Et la première formation, elle était à Alep, la deuxième était à Bab el Awa, où on a rencontré Joubran. On a quand même vécu cette expérience qui dépasse la formation médicale continue. Lorsque ici en France, on parle de formation médicale continue, on va pour faire 2-3 jours de formation, on va dans un congrès. C'est vrai qu'il y a cette ambiance que les gens se rencontrent, qu'on cherche de nouveautés dans chaque domaine, qu'on se repose un petit peu parce qu'on a quitté les hôpitaux pour aller faire autre chose et tout ça. Mais là-bas en Syrie, il y a un autre goût. Il y a quand même cette relation humaine avec les soignants là-bas sur place. Lorsqu'il parle, Raphaël, de cette soirée sur le toit de l'hôpital de Bab el Awa avec Joubran qui récitait des poèmes, c'est vrai que pour moi aussi, jusqu'à maintenant, c'est des magnifiques souvenirs que je ne l'oublierai jamais. Et cette relation sociale
humain avec les équipes soignantes là-bas sur place, elle était quand même très importante dans notre mission humanitaire en Syrie. Il n'y a pas que la formation. Lorsque on parle de la première formation à Alep, qui était le 14 février, Saint-Valentin, en 2013, et c'était le jour, je pense que nous, on a commencé le 14, le 15, il y avait le premier scout qui est tombé à Alep, et on est parti pour aller aider les soignants dans les hôpitaux. Et après la fin du travail, les soignants, on se trouve avec les soignants sur place dans la salle d'urgence et ils ont commencé à chanter pour évacuer ce peur et ce stress qu'ils ont vécu ce jour-là. Là, c'est des moments inoubliables. Et c'est ça le but de cette mission humanitaire de formation en Syrie. Il n'y a pas que la formation médicale. On a dit avec Raphaël que le plus important, que les équipes soignantes en Syrie reçoivent des gens qui viennent de l'extérieur de la Syrie et ils sentent qu'il y a des gens qui pensent à eux. Qu'on est à côté d'eux pour voir ensemble, c'est pas simplement qu'est-ce qu'il manque comme savoir-faire. Les médecins syriens, ils sont formidables, comme Joubran. Ceux qui l'ont fait médecine là-bas, ils ont vraiment le mérité et ils savent faire plein de choses. Peut-être il manquait 2-3 choses au niveau de médecine de guerre. Peut-être il manquait l'histoire de triage. Je vais parler de triage qui est pas facile. Jusqu'à maintenant, le triage n'est pas facile pour les équipes soignantes. Et par contre, est-ce que vraiment on a senti qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de ces relations humaines, sociales, qu'on parle ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on dorme ensemble. C'est pour ça, parmi les protocoles de Raphaël Pitti dans les formations, il n'acceptait pas que quelqu'un qui vient, qui participe à la formation et qui rentre chez lui, ou quelqu'un qui vient simplement pour participer à un stage, après il va rentrer chez lui. Non. Ceux qui vont participer à la formation, il faut qu'ils restent 24/24 ensemble pendant quelques jours. Donc la dimension psychologique était vraiment très importante et aujourd'hui encore, les soignants et les soignantes, hein, d'ailleurs en Syrie, ont besoin de sentir qu'on pense à eux Oui. en France, en Europe, Oui. qu'il y a vraiment ce soutien, d'où l'importance des actions de l'IOSM France, du plaidoyer de l'IOSM France avec le professeur Pitti et le docteur Ziad Elissa, et la présence de médecins comme le docteur Joubran aussi en France, qui portent la voix des soignants dans les hôpitaux. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il était présent dans les salles de réanimation en pleine crise Covid. Le temps file, il est déjà presque 20 heures. Il y a 2-3 questions auxquelles j'aimerais quand même qu'on pose, qui sont dans le chat. Donc, monsieur Roger Wolf, pardon si j'écorche le nom, demande quelle est la situation dentaire actuellement dans les camps de réfugiés en Syrie. Je laisserai peut-être le professeur Pitti répondre, puisqu'il a eu à cœur sur ce sujet-là. Professeur Pitti, est-ce que vous souhaitez répondre sur la question de la situation dentaire dans les camps de réfugiés? Je pense que Roger Wolf connaît aussi la situation puisqu'il était avec nous et que je l'ai sollicité justement pour nous accompagner. Nous avions remarqué combien il y avait de problèmes dentaires, de gingivite, de caries, en particulier chez les enfants, qui étaient du fait de la dénutrition, bien évidemment, d'une alimentation déséquilibrée qui porte essentiellement sur les sucres. Et donc, il était important qu'on puisse y répondre. Et l'USSM a mis en place plusieurs centres dentaires. Et nous avons ouvert le premier centre dentaire et formé aussi des infirmiers à aller dans les camps de réfugiés pour diagnostiquer justement tous ces enfants qui avaient ces besoins en soins dentaires. Là, nous avons voulu aller un peu plus loin ces derniers temps et il nous est apparu important que nous puissions faire un bilan de santé
des enfants nés dans les camps de réfugiés. Alors, on ne peut pas dire au sens propre ce sont des réfugiés, si ce n'est que ce sont des personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie et dans la zone nord-est de la Syrie. La situation que nous avons découverte est épouvantable. Ces camps, il y a un total de 10 camps où ils se sont amassés 62 000 personnes, dont 15 000 enfants, vivent dans une misère très profonde, avec un manque d'hygiène total. Et ils vivent de surcroît essentiellement du tri des déchets et ils vivent sur les poubelles. Donc 4 équipes que nous avons formées avec Ziad et puis Laurence Sénan, un autre médecin, une jeune femme urgentiste, pédiatre, qui nous a accompagnés. Nous avons formé 4 équipes qui, durant du 15 novembre au 15 décembre, sont allées dans les camps pour examiner ces enfants, tant sur le plan psychologique que sur le plan sensoriel et sur le plan somatique. Ils ont au total examiné 1023 enfants. Et je pense qu'au mois de janvier, nous aurons analysé l'ensemble de ces données et nous aurons une vision très claire de la situation sanitaire dans ces camps. Et dès à présent, il y a une réponse humanitaire à apporter à ces déplacés qui vivent dans la misère aussi profonde et aussi délaissée, avec des enfants qui sont très, très, très sales par manque d'eau, par manque d'hygiène. Et il est vraiment très important. Les médecins nous ont envoyé des photos de ce qu'ils pouvaient voir et qui les choquait eux-mêmes. Et c'est bien évidemment l'état dentaire qui est très en avant. Les enfants ont des gingivites, ils ont perdu leurs dents à l'âge de 6 ans par des caries très importantes qui altèrent en même temps les autres dents définitives qui sont derrière. Merci, professeur Pitti. Je poserai la question peut-être au docteur Joubran de Eliane Marchand sur combien actuellement y a-t-il de médecins dans les camps. Vous êtes, docteur Joubran, toujours en contact avec vos collègues à Idlib. Est-ce qu'il y a encore des médecins? Sont-ils suffisants? L'USSM en soutient à travers ses cliniques mobiles, ses centres de santé primaires, les hôpitaux. Nous sommes vraiment très présents en Syrie aujourd'hui, que ce soit dans le nord-est ou dans le nord-ouest de la Syrie, de Raqqa à Idlib. Mais aujourd'hui, avez-vous des retours de la part de ces soignants pour répondre à la question d'Eliane Marchand? En fait, on avait 600 médecins dans la zone d'Idlib pour 4 millions d'habitants. Mais bon, comme on avoue que ça fait 10 ans de conflit, donc on devait trouver une solution. Donc les soignantes eux-mêmes, comme la plupart de ces médecins étaient des internes de médecine, donc ils ont construit un comité qui s'appelle SBOMS. C'est une société qui s'occupe de ces internes pour les donner et les faire un examen de spécialité et donc pour les donner à la fin un diplôme de spécialité qui peuvent travailler dans la région d'Idlib. Donc, ces internes qui étaient internes comme moi depuis 10 ans, ils ne vont pas rester internes à vie parce qu'il n'y a pas d'université. Donc, cette organisation, les SPOMS, il arrivait à faire des examens et dans les hôpitaux, il arrivait d'améliorer les conditions d'apprentissage et pour donner les diplômes de spécialité. En deuxième temps, donc, il y a une faculté de médecine aussi qui était construite et on avait maintenant à 6 ans, donc la première classe de cette faculté de médecine, ils ont devenu médecins maintenant, il y a 2 mois, qu'ils ont terminé leur étude de médecine et qui vont pouvoir travailler dans cette zone. Donc, voilà, il y a des médecins, mais on n'a pas vraiment des spécialités spécifiques qui peuvent couvrir toute cette zone, en fait. Merci, docteur Joubran. Peut-être pour conclure avant, donc on a encore quelques minutes avant la fin de notre webinaire. Moi, j'aimerais qu'on puisse continuer un petit peu sur votre parcours et qu'on mette le second extrait
du reportage de Prendre 24 qui traite donc de vous et de votre famille. Parce que vous êtes venu aujourd'hui en France en 2016, on vous a vu à l'hôpital de Thionville dans les salles de réanimation Covid, mais il reste encore des membres de votre famille à Idlib. Je vous propose de regarder donc le second extrait du reportage de Prendre 24. Nouveau numéro de reporter sur Un petit peu parce qu'il avait le fonction rénale altérée, il a fait à 129 de créatinine, donc il faut vraiment... Joubran, lui aussi, a connu la guerre. Pendant 5 ans, il a soigné sous les bombes du régime de Damas. Après son arrivée en France, sa femme et ses enfants l'ont rejoint pour refaire leur vie. Donc ça c'est l'hôpital à Marutunama qui était soutenu par Médecins sans frontières. Donc il était bombardé et puis j'ai perdu 7 collègues sur les décombres. Il y avait un médecin et 7 infirmières. Voilà, donc c'était un ciblage systématique. Ça c'est les images avec tous mes collègues médecins, infirmières. On attend, il y avait un bombardement sur un marché. Et là on s'habille, on attend l'urgence, la flux du patient qu'il arrive. On se prépare, du coup on attend qu'il y a un bombardement. C'est moi qui fais le tri sur la porte de l'hôpital. Donc je fais le tri, je choisis les patients qui on doit l'opérer, qui on doit soigner légèrement, les patients les morts on laisse dehors de l'hôpital. Voilà. Aujourd'hui, ses parents vivent toujours dans la province d'Idlib, dans les camps de réfugiés, le long de la frontière turque. Allô. Salam alaikum. Kifkon. Allô, bonjour. Comment ça va? Mon fils, tu connais la situation ici. Tout le monde vit dans des tentes côte à côte. C'est très pénible. Tout cela est en train de détruire nos vies. Il n'y a rien à manger, c'est trop cher. La situation ici est très difficile. Est-ce qu'il y a des contaminations au coronavirus? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non, on n'en a pas. Rien ne s'est passé ici pour le moment, mais on ne sait pas. Personne ne sait si le virus est arrivé, mon fils. Même si c'était le cas et que les gens mourraient, on n'en saurait rien. Il n'y a pas d'hôpital, pas de médicaments, il n'y a rien du tout. Ne plus pouvoir soigner en Syrie est un crève-cœur pour Joubran, mais il n'a pas eu le choix. La guerre, puis un sacrifice personnel en Syrie, qui lui permettent aujourd'hui de sauver des vies en France. Joubran, docteur Joubran, vous voyez ces images avec votre papa au téléphone? Ah oui, oui, je ne savais pas que vous allez le mettre. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images et de savoir que vos parents sont toujours là-bas, que vous avez des familles, des amis à Idlib? Quel espoir vous avez pour la Syrie, pour les Syriens dans les camps aujourd'hui, les Syriens et les Syriennes? Bon, en fait, pour ma famille, je suis toujours en contact avec mes parents qui sont là-bas. Certaines familles qui ont quelqu'un à l'étranger, il habite dans une situation un peu acceptable, mais on parle toujours de ceux qui sont dans les camps de réfugiés, qui on compte 4 millions de personnes dans les camps de réfugiés à Idlib, qui n'ont pas quelqu'un à l'extérieur qui peut les aider, entre guillemets. Donc, c'est des habitants qui habitent depuis 10 ans dans des camps de réfugiés, qui n'ont aucune perspective d'avenir et qui ont abandonné face de tout par tout le monde. Donc, l'avenir de la Syrie, je peux pas dire, parce que les gens, si on pose la question aux gens qui sont là-bas en Syrie, ils vont dire, il ne sait pas, il n'y a aucune perspective d'avenir en fait. Professeur Pitti, racontez-nous un petit peu justement ce lien avec la France. Donc, le docteur Joubran Durbas est arrivé à Thionville. Vous êtes voilà, son mentor, son ami. Quel espoir aujourd'hui pour la Syrie? Donc, docteur Joubran a dû quand même au final s'exiler pour pouvoir survivre. Bien évidemment, on ne laisse aucun espoir aux Syriens, ni à ceux qui sont à l'extérieur, ni à ceux qui sont à l'intérieur. Et donc, le peuple syrien est un peuple martyrisé au bout de 10 ans de guerre. Il n'y a aucune espérance pour eux. Si on ouvrait aujourd'hui les frontières de la Syrie, tous les Syriens partiraient. En tout cas, 80% de la population qui vit largement en dessous du seuil de pauvreté
chercheraient à s'échapper pour espérer vivre autre chose ailleurs et se reconstruire. Il y a, avec la guerre, avec ces 10 années de violence, il y a une destruction du système éducatif, une destruction du système sanitaire à 60%, une destruction du système économique avec une inflation très importante, les gens n'ont pas de travail et la vie est très chère du fait de l'inflation, ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire quand elle arrive, quand c'est possible. Et surtout, peut-être, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est la destruction du tissu social. Les familles ont explosé en même temps, beaucoup de morts dans chacune de ces familles, elles sont meurtries dans leur chair, beaucoup de violences, de femmes violées, d'enfants violés et de ceux qui sont torturés, et donc une destruction de la société syrienne sur le plan social. Sur le plan social, c'est une société communautaire qui vivait tribal pour un grand nombre, en tous les cas d'entre eux, et qui vivait de cette solidarité que l'on peut trouver dans les communautés. Ça est détruit, et donc une difficulté, bien évidemment, à cette société de se reconstruire. La plupart du temps, l'aide vient surtout des familles qui sont expatriées et qui arrivent quand même à envoyer de l'argent à ceux qui sont à l'intérieur. Et je suis très, très, très frappé par cette extraordinaire solidarité qu'il peut y avoir avec ceux qui sont expatriés, ceux qui sont à l'intérieur. Pour un certain nombre de mes amis qui sont syriens, ils se sacrifient aussi pour des interventions chirurgicales qu'ils payent pour tenter éventuellement de faire sortir un jeune pour poursuivre des études à l'extérieur, etc. C'est très exemplaire et c'est vraiment à nous faire réfléchir, nous qui vivons dans un monde occidental très individualiste, et nous avons perdu cette solidarité collective. Professeur Pitti, à l'UOCM France, nous sommes engagés depuis 10 ans avec vous, avec le docteur Ziad Alissa, pour mettre en place des programmes médicaux et humanitaires en Syrie, donc des hôpitaux, des centres de santé, des équipes mobiles, des cliniques mobiles qui vont dans les camps. Malheureusement, c'est la seule solution pour pouvoir venir en aide aux Syriens, c'est de pouvoir soutenir ces programmes médicaux, faire des dons. C'est le seul moyen de leur venir en aide. C'est malheureux, mais on doit le répéter inlassablement. Mais c'est clair, s'il n'y a pas de structure sanitaire, c'est encore une raison supplémentaire pour se sauver. Si les gens ne peuvent pas soigner une appendicite, si les gens ne peuvent pas soigner une grippe, si les gens ne peuvent pas soigner, même avec les difficultés, l'important c'est de pouvoir quand même avoir recours à un médecin avec toutes les difficultés que cela représente, bien évidemment. Nous avons, avec le docteur Ziad Alissa, président de l'USSM France, et avec le président, le directeur de Médecins du Monde, nous sommes allés rencontrer le commissaire européen à l'action humanitaire et nous lui avons expliqué qu'il était nécessaire en Syrie d'envisager dès à présent une réhabilitation des structures sanitaires, parce qu'il faut pouvoir aussi prendre en charge les pathologies chroniques. Or, aujourd'hui, l'argent fait défaut. On commence à nous faire comprendre qu'il faut tourner la page de la Syrie et on nous demande même de fermer certaines structures. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ne plus dépendre des institutions. Il faut absolument que nous puissions, pour assurer la pérennité de nos programmes, il faut impérativement que nous puissions diversifier justement nos subventions, enfin les dotations que nous recevons. Et le mieux, c'est justement d'avoir la générosité des Français plutôt que de dépendre des institutions qui ne soutiennent que des projets sur des temps fixes. Bien sûr. Nous avons dit au commissaire européen que nous voulions avoir une vision sur 3 ans au moins. Il ne nous a pas donné du tout cette assurance. Nous avons besoin aujourd'hui vraiment d'argent pour soutenir et poursuivre notre action en Syrie. Vous parlez justement de plaidoyer, professeur Pitti. Il y avait une question tout à l'heure sur la lettre, cette lettre ouverte que vous avez envoyée donc, le 3 décembre, que vous avez envoyée au président de la République. Avez-vous des retours de la part du président à ce sujet, de cette lettre ouverte assez touchante et émouvante sur votre retour de Raqqa? Non, aucune réponse.
J'essaierai demain, je vais sur Paris, j'essaierai de savoir si éventuellement cette lettre a quelque part à mobiliser quelques énergies auprès du président de la République. En tous les cas, j'espère, d'autant que vous le savez, au mois de décembre, le dernier couloir humanitaire est censé s'arrêter. Alors, que va-t-il se passer au niveau du Conseil de sécurité? Ça pose le problème du soutien et de l'approvisionnement de la zone de Idlib et savoir ce qu'ils vont devenir à partir du mois de janvier si les Russes mettent en avant, avec les Chinois, mettent en avant leur veto et refusent la poursuite de ce corridor humanitaire. Là, nous sommes dans une période très critique. Il fait très froid, il y a le Covid. Et il y a cette épée de Damoclès. En janvier, il n'y aura peut-être plus d'approvisionnement dans la zone de Idlib. Et donc, nous pouvons être très, très inquiets. Docteur Ziad Alissa, je voudrais vous donner aussi un mot pour conclure sur quel espoir pour la Syrie. Vous êtes un soignant franco-syrien, président de l'USSM France, qui vous battez de façon acharnée pour continuer à mettre en place ces programmes médicaux et humanitaires. Quel espoir pour la Syrie aujourd'hui, pour ces soignants comme le docteur Joubran, Les docteurs Joubran, il y en a des centaines en réalité, qui sont toujours à Idlib, même s'ils sont trop peu nombreux. Nous faisons tout en notre possible pour les soutenir. Vont-ils encore tenir longtemps? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste à côté d'eux. Soutenir les soignants et soutenir les structures de la santé en Syrie fait partie importante de la stabilisation de cette région. Les gens là-bas sur place, ils cherchent vraiment les choses essentielles. Quoi manger, quoi chauffer, la sécurité, bien sûr, numéro 1. Et s'ils tombent malades, ils vont aller se soigner. Donc c'est pour ça, en attendant quand même l'espoir que la souffrance des Syriens cesse, nous à notre niveau, c'est continuer à être à côté des soignants là-bas sur place et continuer à les aider pour qu'eux-mêmes arrivent à aider les malades et sauver des vies. En attendant la solution politique, générale, internationale, d'arrêter les misères de ce monde-là. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est continuer à les aider. Et c'est très important, comme il a dit Raphaël, les projets là-bas, tous les projets qui viennent par des bailleurs de fonds de façon administrative et de courte durée, parce qu'on sait quand même que les situations dans les pays des guerres comme ça, lorsqu'on a quand même des instances internationales et soutien de courte durée, 6 mois, 1 an à renouveler, à chaque fois pour le renouveler, on a besoin de passer du temps pour faire ça. Donc c'est l'USM France, c'est nous qu'on prend quand même en charge toutes ces périodes-là entre deux subventions. C'est nous, grâce aux dons des gens qui nous soutiennent, qu'on continue à aider les gens là-bas du près. Et c'est le plus important actuellement. Moi, je pense qu'il faut continuer et il ne faut pas baisser les bras. Les gens là-bas, ils ont besoin de nous et il faut qu'on continue à être à côté d'eux. C'est très important. Docteur Joubran, je vais vous laisser le dernier mot avec une question d'une des participantes qui disait, vous qui avez connu le cœur de la guerre, comment fait-on pour ne pas baisser les bras et pour garder l'espoir pour ces soignants en Syrie? Vous qui êtes aujourd'hui en France, comment on garde l'espoir pour ces soignants? Bon, en fait, quand on voit les résultats de travail, quand on voit les enfants qui sont guéris, quand on voit la souris et les bris des mères pour nous remercier, on tient debout toujours. On tient debout toujours, on a l'espoir, on va rester là-bas. Et il y a toujours, mes collègues sont toujours là-bas pour poursuivre ce devoir humanitaire. Ils sont des vrais héros
de cette époque, en fait. Je me rappelle bien qu'on a applaudi les soignantes en mars 2020 jusqu'à maintenant, mais je pense les soignants syriens le méritent aussi, parce qu'ils ont vécu l'horreur de cette guerre pendant des ans, et malgré les conditions difficiles de vie et de travail, ils ont continué à sauver des vies. Donc, ils ont des héros. C'est où l'hôpital? Donc, comme vous avez marqué, c'est où l'hôpital? C'est les soignants. Merci, oui, Joubran, de faire écho à notre campagne actuelle de soutien aux soignants qui s'appelle Ici l'hôpital, s'appelle Tamassil, s'appelle Ahmed, s'appelle Joubran, s'appelle Abdulkader, car ce sont eux qui font vivre l'hôpital. Donc, on vous invite à aller sur le site agir.ussm.fr. Ici l'hôpital s'appelle. Vous aurez toutes les informations avec notre vidéo. Professeur Pitti, est-ce que vous vouliez dire peut-être un mot pour conclure? Écoutez, je pense que nous sommes en cette période de fin d'année, qui est la période des fêtes en même temps, où on s'offre des cadeaux les uns aux autres. Je voudrais que tous nos auditeurs comprennent qu'il y a peut-être à ce que leur générosité, qui est vers ceux qui leur sont proches, vers ceux qu'ils aiment, etc., puisse aussi leur générosité se tourner vers ceux qui sont dans la souffrance, en Syrie, en particulier les enfants, et qu'ils nous apportent leur aide, car nous en avons besoin aussi pour eux. Merci, professeur Pitti. Et je sais qu'on a dépassé le temps, mais je me devais de finir ce webinaire parce qu'on a beaucoup parlé de poésie, de relations humaines. Donc, je vais remercier les participants, professeur Raphaël Pitti, docteur Joubran Durbas et docteur Ziad Alissa. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse passer la vidéo du docteur Joubran qui fait une éloge du son du cœur battant pour conclure ce webinaire sur justement ces quelques mots de poésie du docteur Joubran. Et je remercie aussi mes collègues David et Yasmine à la technique qui ont permis de réaliser ce webinaire. Donc voilà, je vous propose de terminer par cette petite vidéo de 2 minutes, une poésie du docteur Joubran, le son du cœur battant. À très bientôt. Le son de la Syrie, c'est le son du cœur battant. Le son du cœur battant des soignantes lors de ces plages des hôpitaux dont elles travaillent. Le son du cœur battant des oiseaux qui s'échappent de leur nid lors des explosions. Le son du cœur battant de l'équipe médicale qui essaye de réanimer cette femme enceinte au 8e mois sur la table d'urgence. Mais son cœur s'estampait petit à petit jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le son du cœur battant des enfants sur la table du bloc opératoire. Le cœur qui essaye de compenser le sang perdu à cause des blessures vasculaires massives. Le son du cœur battant des déplacés internes sans aucune perspective d'avenir. Le son de mon cœur à chaque fois que je perds un collègue. Le son de la Syrie, c'est le son de cœur. Merci à tous. Merci Dr Joubran Durbas, Dr Ziad Alissa, professeur Raphaël Pitti. Un grand merci à tous les participants qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce webinaire. Il sera disponible en replay. Nous allons le partager sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.ussm.fr pour vous inscrire à notre newsletter et suivre nos actualités. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne fête de fin d'année à chacun d'entre vous. Profitez avec vos proches de ces joyeuses fêtes. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne fête de fin d'année.